Mon nom est Camille Durand. J'étais la femme de Philippe Renard. J'étais aussi la personne qui l'a poussé à se jeter du 18e étage de l'hôtel de Crillon, un soir de juin, où Paris s'ennuyait sous une pluie fine. Je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas crié. Je n'ai eu besoin que d'un murmure. Un seul mot prononcé au creux de son oreille. Au moment le plus heureux, le plus parfait de sa vie, et tout s'est effondré. C'était le soir de notre mariage. Tout était blanc, immaculé, sauf le sang qui allait bientôt tacher le marbre. Philippe était le PDG de Renard Biopharma, une étoile montante dans l'industrie pharmaceutique, l'homme qui avait tout, sauf l'éternité. Et c'était l'éternité qu'il cherchait, avec une obsession maladive, presque religieuse. La salle de réception était un chef-d'œuvre de la haute société parisienne. Des lustres en cristal de baccarat, des arrangements floraux qui sentaient la richesse et l'éphémère, des centaines d'invités triés sur le volet, tous vêtus de robes de haute couture et de smokings coûteux. Je portais une robe signée Dior, d'un blanc pur si lourde qu'elle me donnait l'impression d'être ancrée au sol, comme un fantôme forcé de rester. Philippe, à côté de moi, rayonnait. Son sourire était celui d'un conquérant. Il avait 42 ans, mais en paraissait 30. Des injections, des régimes stricts, des traitements expérimentaux. Son corps était son temple, et il était terrifié que ce temple soit un jour réduit en poussière. Son plus grand luxe n'était pas l'argent, mais la peur de mourir. Une peur qu'il cultivait pour se sentir plus vivant que les autres. Nous étions au moment du toast. Le silence s'était fait. Les verres de champagne, des coupes d'une finesse exquise, attendaient d'être levés. Philippe tenait son discours. Sa voix était assurée, puissante, une mélodie de domination. Il parlait de notre amour comme d'un contrat parfait, d'une union génétique destinée à défier le temps. Chaque mot était calculé, chaque pause, dramatique. Les invités buvaient dans ses paroles, admiratifs devant tant de réussite, tant de puissance. Moi, je le regardais, et je ne voyais qu'une structure faite de verre, fragile et prête à se briser. 5 ans de mariage, 5 années passées à étudier chaque fêlure de son âme, chaque recoin de sa peur. J'avais appris à cuisiner le fugu, le poisson globe, le mets le plus dangereux du monde. Ce n'était pas par passion, c'était par nécessité. Philippe avait un fétiche étrange. Il aimait l'idée de manger un plat où la mort était présente, à fleur de peau, mais parfaitement maîtrisée. Chaque fois que je préparais le sashimi, coupant le foie et les yeux, les parties les plus toxiques, avec une précision chirurgicale, je voyais dans ses yeux un mélange d'excitation et de terreur. C'était sa façon à lui de jouer avec la vie, de la narguer. J'avais passé des mois, puis des années, à affiner ma technique, non pas pour l'impressionner, mais pour comprendre la toxicité, la dose exacte de poison qui ne tue pas, mais qui révèle. Pendant son discours, j'ai senti le poids de l'alliance au creux de ma main. C'était un bijou simple, mais lourd. Il a terminé sa tirade par une phrase grandiloquente. « Devant vous tous, je le jure. Camille n'est pas seulement ma femme. Elle est la raison pour laquelle je serai éternelle. » C'était le signal. Les applaudissements ont éclaté, le bruit des mains claquant contre l'air, une vague sonore et superficielle. J'ai souri, le sourire le plus sincère que je lui avais jamais offert. C'était le sourire du prédateur. Je me suis approchée de lui, ma robe balayant le sol comme une traînée de neige. J'ai posé ma main sur sa joue, un geste d'une tendresse infinie que je n'avais jamais ressenti. Je me suis penchée vers son oreille, la foule croyant à un secret d'amoureux, à un remerciement discret. Ses yeux pétillaient de triomphe. Il attendait un mot d'adoration, une confirmation de sa supériorité. Au lieu de cela, j'ai prononcé la phrase que j'avais composée, répétée, et conservée pendant 5 ans, une phrase qui n'était pas une menace, mais un fait. C'était court, c'était simple, et c'était en italien, la langue qu'il aimait utiliser pour se sentir plus élitiste. C'est sostituibile. Tu es remplaçable. Ce n'était pas la phrase exacte que la rumeur colporterait, mais c'était la substance. J'ai senti son corps se raidir sous ma main. C'était comme si j'avais injecté dans sa veine une dose de tétrodotoxine pure. Le sourire a disparu, laissant place à une terreur glaciale, une panique primitive. Ses yeux, d'habitude si vifs, se sont éteints. Il n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas hurlé. Il a juste compris. La panique s'est montée en lui, visiblement. Il a repoussé ma main d'un geste brusque, bousculant le maître de cérémonie qui s'apprêtait à lever son verre. Le silence est revenu, mais cette fois, ce n'était pas un silence d'admiration, c'était un silence de glace. Philippe a couru. Non, il a fui. Il a traversé la salle, laissant derrière lui une traînée de confusion et de robes froissées. Il a atteint le balcon privé, celui qui donnait sur les toits de Paris et la tour Eiffel scintillante. La foule n'a pas eu le temps de réagir. J'ai entendu le bruit sourd,
la course désespérée, puis le silence. C'est le chef d'orchestre, un homme d'un certain âge, qui a crié le premier. Un cri aigu, strident, qui a déchiré l'atmosphère feutrée. Quelques secondes après, une détonation, sourde et lointaine, a résonné comme un sac de ciment lâché sur le trottoir. C'était fini. Philippe Renard, l'homme qui voulait défier la mort, avait choisi de l'embrasser devant 200 témoins. La police est arrivée. Les gyrophares, bleus et rouges, ont clignoté sur le cristal, transformant le conte de fées en scène de crime. J'étais assise sur une chaise dorée, ma robe blanche tachetée d'une seule goutte de vin rouge, mon regard fixe, vide. On m'a emmenée au quai des Orfèvres. L'interrogatoire a duré toute la nuit. Des inspecteurs en civil, fatigués et cyniques, me demandaient inlassablement « Que lui avez-vous dit, Madame Renard ?»« Un mot. Dites-nous un seul mot. » J'ai gardé le silence. Mon avocat, un homme payé grassement par la famille Renard pour étouffer le scandale, m'a conseillé de coopérer. J'ai refusé. Expliquer aurait été détruire des années de travail. Ce n'était pas une vengeance impulsive. C'était une sentence, une exécution émotionnelle qui devait rester gravée dans l'histoire, mystérieuse et absolue. Si je parlais, mon message se noierait dans le sensationnalisme. Mon silence était mon dernier acte de pouvoir sur lui. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas hurlé. J'ai simplement dit « Il s'est suicidé. J'ai été témoin. Je n'ai fait que lui souhaiter une bonne vie. » Bien sûr, personne ne m'a cru. Mais sans preuve physique, sans menace enregistrée, ils ne pouvaient rien faire. Ils m'ont accusé d'entrave à l'enquête, d'omission de porter secours. Mon silence, mon attitude glaciale, tout a joué contre moi. J'ai été condamnée à 3 ans de prison à Fleury-Mérogis. Une peine légère pour la veuve d'un magnat suicidé, mais assez longue pour me donner le temps de réfléchir. Pendant mon incarcération, le monde extérieur s'est effondré. Ce n'était pas ma peine qui était la plus lourde, c'était l'effet domino de ma phrase. L'enquête sur la mort de Philippe a révélé l'horreur. Renard Biopharma n'était qu'une façade pour un réseau sordide de trafic d'organes et d'expérimentation illégale. Il prélevait du sang, des tissus, et peut-être plus sur des personnes vulnérables, des sans-abri, des migrants. Le corps de Philippe n'était pas une victime, c'était l'organisateur d'un marché de la chair humaine. Le scandale a ravagé la France. Le nom Renard est devenu synonyme de monstruosité. La famille a été traquée, les parts de la société se sont effondrées. La mort de Philippe était le fusible qui a fait exploser toute la machine. Au fond de ma cellule, je souriais. Ce n'était pas le sang qui avait achevé Philippe, c'était la vérité. Le fait qu'il n'était pas le Dieu qu'il pensait être. J'ai passé mes journées à m'entraîner mentalement à la découpe du poisson globe. Chaque geste, chaque coupe, chaque retrait d'organes toxiques. Je savais que cette technique serait ma seule planche de salut, ma seule identité en sortant. Je n'étais plus la femme de Philippe. J'étais la belle poisson, celle qui maniait le poison avec art. 3 ans plus tard, je suis sortie. L'air de la liberté était lourd, saturé de jugement. J'étais une paria. La presse m'a surnommée la veuve noire du Fugu. Personne ne se souvenait de mon vrai prénom. Les gens chuchotaient dans la rue, me pointaient du doigt. Ils ne voulaient pas savoir si j'étais coupable de meurtre. Ils voulaient savoir ce que j'avais dit. C'était devenu une obsession nationale, un mythe urbain. La phrase qui valait la vie d'un PDG. Je me suis installée dans un petit appartement délabré, loin du centre de Paris, dans une rue grise où les murs sentaient l'humidité. J'ai monté un petit atelier clandestin. Je préparais des places de Fugu pour des collectionneurs d'expériences fortes, des hommes d'affaires fatigués de leur vie rangée, des gens qui cherchaient, comme Philippe, à se sentir vivant en côtoyant la mort de près. C'était mon unique source de revenus, mon unique contact avec le monde. Un soir de novembre, la pluie tombait dru, frappant le verre dépoli de ma fenêtre. J'étais en train de fumer une cigarette bon marché, l'odeur âpre se mêlant à celle du poisson frais. La sonnette a retenti. Un homme se tenait devant ma porte. Il portait un imperméable beige et tenait une valise en cuir. Il s'appelait Hugo Moreau, un nom que je connaissais. Hugo Moreau, le romancier de thriller psychologique, celui qui disséquait l'âme humaine pour en faire des best-sellers. Il est entré sans y être invité. Il a posé la valise sur ma table en formica. Il l'a ouverte. L'intérieur était tapissé de liasses de billets de banque, neufs et craquants. 200 000 €. Il a commencé à débiter son discours, sa voix rauque, pleine d'assurance de l'homme qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Il parlait de l'importance de l'histoire, de l'éternité que confère l'écriture, du rôle qu'il pouvait jouer dans ma réhabilitation. Philippe Renard craignait la mort, Madame Durand. Pour qu'il se tue, il fallait que la chose que vous lui avez dite soit pire que la mort elle-même. 200 000 € pour un seul mot. C'est l'affaire du siècle. Il m'a regardé,
l'œil brillant de l'opportuniste, l'homme qui voyait déjà son nom sur la couverture du livre le plus vendu de l'année. J'ai pris une longue bouffée de ma cigarette. J'ai regardé la montagne d'argent. Il avait raison, c'était beaucoup. C'était assez pour recommencer une vie, pour acheter une petite maison sur la côte normande, loin de tout ça. Mais ce n'était pas assez pour ce que je vendais. Ce n'était pas seulement une phrase, c'était ma vengeance. J'ai écrasé la cigarette dans le cendrier avec un geste lent, appuyé. J'ai souri, un sourire froid, métallique, qui ne remontait pas jusqu'à mes yeux. 500 000, pas un centime de moins. Hugo Moreau a perdu tout son aplomb, son visage a pâli. Il a protesté, crié à l'escroquerie, à la folie. 500 000 pour une phrase, vous êtes folle. J'ai ouvert ma porte, la pluie continuait de tambouriner. Au revoir, monsieur Moreau, revenez quand vous serez sérieux. Je l'ai regardé disparaître dans la nuit, sa silhouette se fondant dans l'obscurité. Je n'étais pas folle, j'étais calculatrice. J'avais fixé ce prix il y a 5 ans, le jour où j'avais compris que la vérité était la seule chose qui avait une valeur infinie. Et surtout, je savais qu'il reviendrait. Il était différent des autres journalistes ou des criminels du réseau Renard. Hugo Moreau n'achetait pas une information. Il cherchait une révélation. Il cherchait l'horreur qui lui était familière. Et ça valait bien 500 000 euros. Je venais de lancer l'hameçon. 3 jours s'écoulèrent sans nouvelles d'Hugo Moreau, mais ce silence n'était pas un vide. Il était rempli par les ombres de ma vie antérieure, les échos métalliques de ma détention et le murmure incessant des jugements que la société me portait. J'avais choisi un rôle, celui de la menthe religieuse, la veuve glaciale qui avait orchestré la chute d'un titan. Ce rôle était ma carapace, ma nouvelle identité après la destruction de l'ancienne. L'appartement que j'occupais, petit et mal éclairé à l'est de Paris, près de Vincennes, était le reflet de ma vie, dépouillé de tout luxe, mais impeccablement organisé. Chaque ustensile de cuisine, chaque couteau de précision, était rangé avec une obsession clinique. L'art de la découpe du fugu exigeait cela. Une concentration totale, une absence d'erreur, car l'erreur est fatale. La première phase de l'enquête, juste après l'horreur du Crillon, avait été un chaos dantesque. Le corps de Philippe, étalé sur la chaussée, avait attiré la presse comme des mouches sur une blessure. Les flics du 36 quai des Orfèvres étaient plus intéressés par le pourquoi que par le comment, car le comment était d'une simplicité brutale. Ils s'étaient jetés. Mais le pourquoi était mon secret, et je le gardais jalousement, comme la clé d'un trésor, que je n'avais pas l'intention de partager. J'avais subi des heures d'interrogatoire, des flashs d'appareils photo, des gros titres tapageurs. La mariée silencieuse, Asso, le poison des mots. Je me souviens d'un inspecteur en particulier, un homme aux yeux fatigués, le lieutenant Delacroix. Il était le seul à ne pas me regarder comme un monstre. Il me regardait comme une énigme. « Madame Durand, votre mari est mort. Vous étiez là. Vous avez dit quelque chose. Quoi que ce soit, ce ne peut être pire que de garder le silence. Pourquoi ne pas parler ?» m'avait-il demandé, sa voix douce contrastant avec le mur de béton du commissariat. J'avais répondu, ma voix à peine un filet d'air. Dire la vérité n'aurait sauvé personne, lieutenant. Et le mensonge ne m'aurait pas fait de bien. Mon silence n'était pas de l'obstination, c'était une stratégie. Si j'avais révélé la phrase à ce moment-là, elle serait devenue une simple preuve, un détail dans le dossier judiciaire. Elle aurait été analysée, banalisée, réduite à une querelle conjugale de mauvais goût. Or, je voulais que cette phrase devienne un mythe, une force dévastatrice capable de vivre au-delà de Philippe. En acceptant l'emprisonnement pour obstruction, j'ai signé un pacte avec la légende. J'ai transformé ma peine en un acte de résistance, mon silence en une arme. Et puis, le scandale Renard a éclaté. Le suicide de Philippe était le point de bascule. Les autorités, mises en alerte par la panique soudaine du PDG, ont fouillé les comptes, les laboratoires, les entrepôts. Ce qu'ils ont trouvé a dépassé l'entendement. Des chambres froides contenant des échantillons de sang rarissimes, des organes prélevés sur des donneurs volontaires, sous contrainte, des dossiers secrets sur des essais cliniques où l'éthique avait été non seulement bafouée, mais déchiquetée. Philippe n'était pas seulement un homme d'affaires avide, il était un eugéniste moderne, un collectionneur de vie, obsédé par l'idée de créer une lignée pure, exempte de la maladie génétique qui hantait sa famille. La famille Renard, vieille noblesse reconvertie dans la finance et la science, pratiquait la sélection par l'abandon. Les enfants faibles étaient ignorés jusqu'à leur disparition. L'idée de la remplaçabilité était la fondation même de leur empire. Et Philippe était le produit le plus extrême de cette idéologie. Il vivait dans la terreur d'être lui-même faible, malade et donc remplaçable.
En prison, cette vérité m'avait libérée plus que les barreaux. J'ai compris que mon mariage n'était pas un contrat d'amour, mais un contrat biologique. J'avais été choisie pour mes gènes, mon profil immunitaire, ma résilience. J'étais une pièce dans son puzzle de survie éternelle. J'étais une ressource. Cette réalisation a transformé ma douleur en une colère froide, tranchante comme une lame de cuisine. Mes jours à Fleury-Mérogis étaient monotones, mais productifs. Je dessinais sur du papier, à cigarette, encore et encore, l'anatomie du fugu, ses sacs de poison, ses organes vitaux, la courbe exacte du couteau, pour séparer la chair mortelle de la chair exquise. Cette concentration sur la précision était ma méditation, mon bouclier contre la folie. J'ai visualisé des milliers de fois le geste parfait, le seul capable de laisser la saveur du danger sans entraîner la conséquence fatale. C'était la métaphore de ce que j'avais fait à Philippe. J'avais laissé le goût de la vérité, sans lui donner le loisir de se détoxifier. À ma sortie, le monde avait changé, mais ma réputation était gravée dans la pierre. La veuve noire, celle qui avait fait tomber Renard. Les tentatives pour acheter mon silence ou ma parole ont été nombreuses. Des journalistes d'investigation, des avocats de la famille Renard cherchant à savoir s'il y avait un testament caché, des collectionneurs de secrets morbides. Tous m'offraient de l'argent, des promesses de rédemption. Mais jamais la somme que je demandais, jamais l'intensité que j'attendais. J'ai établi mon commerce clandestin. La cuisine était mon refuge. Les rares clients qui venaient chez moi, toujours introduites par un intermédiaire et anonyme, cherchaient un frisson. Manger mon fugu, c'était un acte de défiance contre la vie, une façon de flirter avec la mort. Comme Philippe lui-même l'aimait, je leur servais le plat, avec une solennité presque religieuse. « Vous mangez l'audace ?» leur disais-je. « La peur est la seule chose qui donne du goût à la vie. » Mais Hugo Moreau était différent. Il n'était pas un consommateur de sensations. C'était un créateur de mythes. Il écrivait des histoires de trahison, de secrets de famille, de laideur humaine. Il avait l'œil pour la vérité corrosive. Les 200 000 € n'étaient qu'une monnaie d'échange. Ce qu'il cherchait vraiment, c'était l'essence narrative. Il voulait comprendre le mécanisme psychologique qui mène à un effondrement aussi spectaculaire. Je savais qu'il avait creusé mon passé après notre première rencontre. Il avait découvert mon enfance modeste dans la banlieue lyonnaise, mon ascension sociale rapide par la cuisine, puis la rencontre avec Philippe dans un dîner de bienfaisance. Il avait sûrement lu le rapport de police, qui décrivait mon attitude comme dénuée d'émotion et dangereusement calme. Il avait sans doute compris que j'étais plus qu'une simple veuve éplorée. J'étais l'architecte. Alors, 3 jours plus tard, alors que le crépuscule d'automne enveloppait ma petite rue de Montreuil, la sonnette a retenti à nouveau. J'ai souri. Il était là, il avait atteint le prix que j'avais fixé. J'ai ouvert la porte. Hugo Moreau se tenait là, trempé par la bruine, l'expression du chasseur qui a finalement trouvé sa proie, mais qui n'est pas encore sûr de l'attraper. Il ne portait plus de valise. Il tenait une simple carte bancaire. 500 000 €, Madame Durand, dit-il, sa voix tremblante d'excitation et de rage. C'est le prix le plus cher jamais payé pour une demi-seconde de parole. J'espère que l'histoire en vaut la peine. Je l'ai invité à entrer, mon regard fixe et perçant. Il s'est avancé, ses chauds laissant des traces d'eau sur mon parquet usé. J'ai pris la carte, l'ai insérée dans mon lecteur. La transaction s'est faite instantanément. Un bip sec, final. Le compte était réglé. Mais l'histoire, elle, ne faisait que commencer. L'argent n'était que le prix d'entrée. L'argent est là, monsieur Moreau, ai-je dit, posant la carte avec une délicatesse feinte. Maintenant, la condition finale. Il a levé un sourcil, méfiant. Il a sorti son téléphone, vérifiant discrètement si l'appel d'urgence était activé. Un geste prévisible, un geste de peur. Dîner avec moi. J'ai fait un geste vers ma cuisine ouverte. Je vous dois une explication, mais une histoire comme celle-là ne se raconte pas sur un coin de table. Elle se consomme. Il a hésité, le regard balayant la cuisine, s'arrêtant sur l'aquarium où nageait tranquillement le poisson globe du jour. Il a compris l'insinuation. Dîner avec la belle poisson, c'était jouer avec le poison. « Vous voulez me faire peur, Madame Durand ?» demanda-t-il, un rictus forcé sur les lèvres. « Au contraire, Monsieur Moreau, je veux que vous respectiez la peur. Philippe n'est pas mort de peur. Il est mort parce qu'il n'était pas assez prudent. Vous, vous l'êtes. Et c'est pour ça que je vous ai choisi. L'histoire que vous achetez, et c'est mon chef-d'œuvre. Je veux que vous en goûtiez la saveur. » Il a finalement acquiescé, une lueur d'avidité et de terreur se croisant dans ses yeux. Il avait acheté le secret. Il était désormais lié à mon rituel. Le dîner était son nouveau prix, la roulette russe de l'âme. Je venais de trouver le bon public pour la suite de ma performance. Hugo Moreau est resté planté au milieu de ma cuisine, figé.
La petite salle était à la fois un salon spartiate et une salle d'opération culinaire. L'acier inoxydable du plan de travail, la lumière froide des néons, et au centre, l'aquarium contenant mon ingrédient principal, un magnifique fugu, calme, dont la peau tachetée semblait absorber toute la lumière. C'était un contraste saisissant avec l'image qu'il avait de moi, la veuve déchue dans un bouge. Il avait payé cher, mais il n'avait pas encore goûté à ce que j'avais à offrir. Un dîner, soit, a-t-il dit, essayant de retrouver son assurance d'auteur à succès. Mais je n'ai pas l'intention de devenir un personnage de votre prochaine histoire macabre. Madame Durand, soyons clairs, ce demi-million d'euros m'achète une vérité, pas une place au cimetière de Passy. J'ai souri. C'était la réaction que j'attendais, le parfait mélange d'arrogance intellectuelle et de peur physique. L'histoire, monsieur Moreau, ne se contente pas d'être écrite, elle exige d'être vécue. Et personne n'est mort de mon fugu, pour l'instant. Seuls ceux qui ont refusé d'affronter leur propre vérité ont trébuché. Philippe, par exemple. J'ai pris le grand couteau de découpe, sa lame d'acier de Damas, capturant les reflets des néons. Le geste était une caresse. Je me suis dirigée vers l'aquarium. Hugo Moreau a reculé d'un pas imperceptible. « Savez-vous ce qu'est le fugu, monsieur Moreau ?» J'ai continué, ma voix basse, presque méditative. Ce n'est pas le poisson qui est dangereux, c'est le poison qu'il stocke, la tétrodotoxine. Un poison 100 fois plus puissant que le cyanure, sans antidote connu. C'est la mort pure. Mais l'art du cuisinier, c'est de libérer la chair, de lui laisser juste un soupçon de danger, le fleur de sel de la peur. Je l'ai attrapé d'un coup sec, le sortant de l'eau. Il s'est gonflé immédiatement, hérissant ses épines. Un geste de défense désespéré. J'ai senti cette tension dans ma main, cette vie qui se battait pour exister. Philippe aimait ce rituel, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour lui. Il aimait regarder cette lutte, cette mort approcher. Il ne voyait pas un plat, il voyait sa propre victoire sur la fragilité. C'est Hugo, le romancier, a sorti son dictaphone, une machine noire qu'il a posée sur le comptoir, entre nous, comme un arbitre silencieux. Il ne pouvait pas s'empêcher de documenter, même s'il risquait sa vie. C'était son instinct. Il a peur de la mort, mais il aime la regarder dans les yeux. C'est une contradiction fondamentale, Madame Durand. C'est ça que vous lui avez reproché ? J'ai souri, non pas par amusement, mais par dédain pour cette simplification. Les contradictions n'ont jamais tué personne. Ce qui tue, c'est l'illusion d'être au-dessus d'elle. J'ai commencé la découpe. Mon corps est entré dans une danse de précision glaciale. Je parlais tout en travaillant, ma voix suivant le rythme des lames. Le secret de Philippe, ce n'était pas son empire, ni son argent. C'était sa conviction d'être le seul survivant légitime de sa lignée maudite. La famille Renard ne tolérait pas la faiblesse. Sa propre enfance était une course constante contre la maladie, contre l'abandon. Et chaque fois qu'un enfant naissait avec le gène défectueux, il disparaissait. Pas d'hôpital, pas de sépulture, juste le silence. Philippe a grandi dans la terreur d'être le prochain sur la liste. Le couteau a pénétré la chair du fugu. Un son mou, horrible. J'ai retiré le foie, la glande la plus toxique, avec une pince et l'ai jeté immédiatement dans un conteneur hermétique. Pour lui, la vie n'était pas un droit, c'était un privilège qu'il devait gagner chaque jour. C'est pourquoi il est devenu si puissant, si contrôlant. Il devait être irremplaçable, unique, c'était son obsession. Hugo a écrit, son stylo griffant son calepin. Donc, la phrase concernait sa maladie, un diagnostic fatal ? Non, beaucoup trop simple, ai-je répliqué, rinçant la chair à l'eau courante pour éliminer toute trace de sang, qui contient aussi du poison. Philippe passait des millions en examens médicaux quotidiens. Un diagnostic ne l'aurait pas tué. Il aurait juste accéléré ses recherches illégales. Il aurait combattu. J'ai mis la chair dans un bain d'eau glacée pour la raffermir, la préparer pour le sashimi. Mes mains étaient impeccables, propres, sans trace de sang, ni de toxines, un travail d'horloger. Alors, qu'avez-vous trouvé, Camille ? Il utilisait mon prénom maintenant, cherchant une connexion intime. En 5 ans passés à ses côtés, qu'est-ce qui était plus précieux que son corps, que son empire ? Son illusion d'unicité, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. Son moi, son ego, l'idée qu'il était le pic de l'évolution Renard. C'est l'essence de son âme, c'est ce que je voulais détruire. Je lui ai montré la chair du fugu. Elle était blanche, translucide, presque irréelle. Regardez, la chair est parfaite. Mais même dans cette perfection, il reste la trace du danger. Le vrai crime, monsieur Moreau, n'est pas le meurtre. C'est la démolition de l'identité. Il s'est assis à la petite table. Il avait faim, non pas de nourriture, mais de cette vérité tordue. Il comprenait que j'étais une femme qui voyait au-delà de la surface, au-delà des mots. Vous dites que vous m'avez choisi. Pourquoi moi ? J'ai l'argent ? Oui, mais il y a des oligarques, des collectionneurs d'art, qui auraient pu payer 500 000 €
sans cligner des yeux. Pourquoi un romancier? J'ai placé devant lui un petit plat d'accompagnement, des légumes marinés avec des baies sauvages. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai pris le temps de préparer la planche à découper, de sortir mon couteau Yanagiba, le couteau à sashimi. Sa lame longue et fine était un miroir. Les oligarques et les collectionneurs cherchent des biens matériels. Ai-je finalement répondu, ma voix reprenant un ton plus doux, plus séduisant. Osant vous chercher à immortaliser les faiblesses. Vous voyez les fêlures dans l'âme humaine et vous les transformez en art, en célébrité. Vous aussi, vous vivez de l'illusion d'être irremplaçable dans votre domaine. Mon regard s'est fait plus intense. Vous êtes comme Philippe, monsieur Moreau. Vous craignez l'oubli. Vous craignez que le prochain thriller soit meilleur que le vôtre. Vous craignez d'être juste un romancier et non le romancier. Le romancier, l'homme qui décortiquait les autres, se faisait décortiquer par moi. Il n'a rien dit. Il a juste serré les poings. J'ai commencé à découper le sashimi, les tranches d'une finesse spectaculaire, transparente comme du verre. Usukuri, un art qui prenait des années à maîtriser. J'ai vu la peur dans vos yeux la première fois que vous avez posé l'argent sur cette table. La peur non pas de payer trop cher, mais de découvrir que l'histoire ne valait rien. Je lui ai présenté la première assiette, un arrangement floral de tranches de fugu, disposé sur un lit d'algues. C'était beau, mortellement beau. Le mot que j'ai dit à Philippe, ce n'était pas pour le punir de ses crimes, c'était pour lui montrer qu'il avait perdu sa guerre contre la nature. Le mot que vous allez entendre, monsieur Moreau, est la clef de son suicide, mais c'est aussi un miroir. Il vous montrera ce que vous craignez le plus chez vous, et c'est pour cela que je vous ai choisi. L'argent a ouvert la porte. Votre peur a payé le prix. Hugo Moreau a regardé le plat. Il n'a pas osé prendre les baguettes. L'air était épais, saturé de l'odeur du poisson et de la tension psychologique. Il était là pour acheter une histoire, mais il était en train de devenir le protagoniste. Ce soir-là, il a compris que le véritable chef-d'œuvre de Camille Durand n'était pas la découpe parfaite du fugu, mais la construction patiente et glaciale de sa propre vengeance. Je l'avais attendu pendant 5 ans. Et maintenant, il était à ma table. L'acte I était terminé. Le jeu de la mort commençait. Hugo Moreau était assis en face de moi, les mains posées à plat sur la table, la distance entre lui et l'assiette de sashimi de fugu, symbolisant l'abîme entre son ambition et sa survie. Il avait mis sa vie en jeu, non pas pour l'amour de l'aventure, mais pour l'amour de la gloire. Son regard alternait entre mon visage et la chair translucide du poisson, sa beauté spectrale. Il essayait de lire la folie dans mes yeux, mais il ne trouvait que de la méthode. « Vous avez mis 5 ans pour trouver la personne adéquate », a-t-il affirmé, sa voix plus un constat qu'une question. Il ne buvait pas le thé que je lui avais offert, une infusion d'herbes exotiques. Pourquoi m'avoir laissé partir il y a 3 jours, alors? Pour faire monter les enchères? J'ai pris mes baguettes, saisi un morceau de poisson et l'ai trempé délicatement dans une goutte de sauce soja légère. J'ai porté le sashimi à mes lèvres, mes yeux fixés sur lui. Le premier test. L'argent n'est jamais la vraie raison, monsieur Moreau, il est le déclencheur. Je vous ai laissé partir pour que vous ayez le temps de faire un choix. Soit vous me cataloguiez comme une folle, une opportuniste, et vous passiez à autre chose, soit vous compreniez que mon prix reflétait la valeur réelle de cette vérité. Ai-je expliqué, mastiquant lentement. La chair du fugu a cette texture unique, un léger picotement sur la langue, la fameuse sensation chibir qui rappelle la présence subtile du poison, le léger engourdissement qui frôle la paralysie. Vous êtes revenu parce que vous avez vu l'écho de Philippe en vous, la peur d'être commun, la peur de l'échec. Il s'est raidi. J'avais touché la corde sensible. Le succès littéraire d'Hugo Moreau était immense mais fragile. Ses derniers romans manquaient de cette étincelle de vérité brute. Il cherchait ici le carburant pour sa propre immortalité. « Vous me faites une analyse psychologique », a-t-il dit, essayant de se remettre dans la peau du dominant. Mais revenons à Philippe. Vous avez passé 5 ans à observer un homme obsédé par sa survie. Comment avez-vous fait pour le tromper, pour lui faire croire que vous étiez l'épouse idéale, sachant que vous n'étiez qu'une pièce de son laboratoire génétique? J'ai appris le langage qu'il comprenait, l'obéissance parfaite et la performance. J'ai pris un autre morceau. Je suis devenu le fugu, magnifique, désirable, mais fondamentalement létal. J'ai commencé à lui raconter notre rencontre, non pas avec de la passion, mais avec la précision d'un scientifique décrivant une expérience. Il m'avait repéré lors d'un gala de cuisine où j'étais chef pâtissière.
Il n'avait pas été séduit par ma beauté, mais par mes gènes. Une analyse discrète avait révélé mon profil idéal. Une santé de fer, aucun antécédent génétique défectueux, une résilience hors norme. J'étais l'opposé de la faiblesse qu'il craignait en lui. Il m'a choisi pour mon utérus et mon sang, monsieur Moreau, ai-je dit, sans aucune émotion. J'étais un incubateur de luxe. Il me couvrait de cadeaux, mais il ne me regardait jamais. Il regardait mon profil génétique. Quand j'ai compris cela, le jour où j'ai trouvé son dossier médical ultra secret caché dans son coffre-fort, un dossier qui décrivait mes chromosomes comme une ressource vitale, ma façade d'épouse amoureuse a gelé. C'est là que j'ai pris ma décision. Puisque j'étais une ressource, je deviendrais une ressource toxique. Je me suis inscrite à une école de cuisine japonaise à Kyoto, sous un faux nom pour maîtriser l'art de la préparation du fugu. Je lui ai dit que c'était une passion soudaine, une façon de l'impressionner. Il a adoré l'idée. L'idée de sa femme jouant avec le danger lui procurait un plaisir pervers, une extension de son propre défi à la mort. Chaque fois que je lui servais le plat, je regardais ses pupilles. Ai-je continué, mon ton se faisant plus sombre. Je cherchais le moment où sa peur surpassait son arrogance. Je l'ai entraîné à l'idée qu'un plat parfait était un plat où il y avait un risque minimal, mais non nul, de mourir. Je lui ai appris à aimer le risque contrôlé. Hugo, fasciné, a finalement pris ses baguettes, mais les a tenues sans toucher à la nourriture. C'était votre manière de vous venger, la cuisine ? Non, c'était ma manière de comprendre l'architecture de sa peur. J'ai fait une pause, le laissant absorber la complexité de ma motivation. Sa peur n'était pas celle de l'homme ordinaire qui ne veut pas mourir. Sa peur était qu'il n'était pas digne de survivre, que malgré tous ses efforts, la génétique ou le destin le rattraperait, prouvant qu'il était faillible, comme tous les autres. Je lui ai rappelé les découvertes de l'enquête, les expériences sur les donneurs. Philippe ne cherchait pas seulement la longévité. Il cherchait la supériorité génétique absolue. Il collectionnait les vies parfaites pour s'assurer que si la sienne venait à flancher, il y aurait une solution. Un remède, un remplaçant. Il craignait d'être un spécimen raté, comme ses frères et sœurs abandonnés. Ai-je dit, les yeux perdus dans un passé lointain. Le plus grand affront pour un homme qui se croit un dieu est de lui prouver qu'il est un mortel parmi tant d'autres, et pire encore, un mortel obsolète. J'ai poussé l'assiette de sashimi vers lui. Allez-y, monsieur Moreau, prenez-en un. Il est parfait, c'est l'essence même de ce que Philippe aimait, la perfection voisine du néant. Hugo a dégluti. Il a hésité un long moment. La fin de l'histoire a finalement triomphé de la peur de la mort. Il a pris un petit morceau, si fin qu'on voyait la lumière à travers. Il l'a mis dans sa bouche, le mastiquant, avec une lenteur angoissante. « Je dois vous faire confiance ?» a-t-il demandé, sa voix rauque. « Vous ne faites pas confiance à la cuisinière, ai-je corrigé. Vous faites confiance à l'artiste. Si je voulais vous tuer, je l'aurais fait dans votre salon, il y a 3 jours. Je veux que vous viviez pour écrire cette histoire, car c'est ma seule façon de garantir que la vérité que j'ai chèrement payée sera immortalisée. Et vous, vous êtes mon meilleur scribe. » Il a continué à manger, un deuxième morceau, puis un troisième, sa méfiance cédant à la fascination et au goût étrange et électrisant du plat. Il réalisait qu'il n'était pas l'acheteur, mais le spectateur captif d'une performance qui durait depuis 5 ans. J'étais l'actrice principale, la metteuse en scène et l'auteur du script. La conversation a dérivé vers l'enfance de Philippe, la résidence familiale près d'Orléans, où les enfants étaient surveillés comme des chevaux de course, leur santé génétique étant la seule monnaie. L'échec était banni. La faiblesse était synonyme de non-existence. Philippe avait appris que pour vivre, il fallait être plus fort, plus intelligent, plus impitoyable que les autres. Il a construit son empire sur cette peur. Chaque rachat, chaque expérimentation illégale n'était qu'une tentative désespérée de prouver qu'il avait le droit d'être là. « Et vous ?» a demandé Hugo, posant enfin ses baguettes, le visage moite d'une sueur froide, due au plat ou à la tension. « Quand avez-vous su ? Quand le mot exact, la phrase précise, vous est-il apparu comme une évidence ? C'est lors d'un voyage à Rome, il y a 6 mois. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie s'était arrêtée. Il était dans une conférence sur les avancées génétiques. Il parlait de l'avenir de l'humanité, de l'éradication des gènes faibles. Pendant ce temps, j'étais dans son bureau, à Paris, grâce à un double des clés que j'avais fait faire. Et j'ai trouvé son dernier secret, un projet d'une envergure terrifiante. J'ai croisé son regard. L'heure de la révélation cruciale de l'acte 2 était arrivée. Il ne cherchait plus seulement un remède, il cherchait une amélioration. Hugo Moreau avait cessé d'écrire, son stylo suspendu au-dessus du papier, comme s'il craignait que l'encre ne s'enflamme. Il avait avalé sa peur,
avec le poisson, mais il n'avait pas encore digéré la vérité. Le silence était maintenant un poids écrasant, un vide que seule ma voix pouvait combler. Un remède n'était plus suffisant, ai-je repris, ma voix grave et posée. Un remède implique l'existence d'une maladie, d'une faiblesse. Philippe ne voulait pas être guéri, il voulait être refait. Il voulait une version de lui-même qui ne craindrait pas la maladie, qui défierait la dégénérescence de son héritage génétique. Et je me suis levée pour préparer la suite du repas. Un bouillon clair à base de la carcasse de fugu et de légumes. Le bouillon, s'il était mal préparé, pouvait encore contenir des traces de poison dans les arêtes. Chaque plat que je lui servais était une nouvelle question sur la confiance, une nouvelle couche de mon histoire. Son projet le plus secret s'appelait Ulysse, ai-je révélé. Il ne s'agissait pas de prolonger sa vie, mais de la sublimer. À travers les essais cliniques illégaux que l'enquête a révélés, ses prélèvements de sang, de moelle, il collectait les meilleurs marqueurs génétiques, la résilience d'un athlète, l'intelligence d'un génie, la longévité d'un centenaire. Tous ces traits devaient être combinés, synthétisés, dans une entité nouvelle. Hugo m'a fixé, son esprit de romancier travaillant à pleine vitesse pour construire l'horreur. Un clone ? Non. Plus sophistiqué, plus cruel. Un successeur génétique. Un être créé in vitro, conçu pour être la version la plus pure, la plus forte, la plus irremplaçable de lui-même. Un être sans les failles de l'héritage renard, sans la peur que Philippe traînait derrière lui comme une chaîne. C'était l'essence de l'horreur, renard. L'eugénisme poussé à l'extrême. Et si la lignée naturelle était défectueuse, il suffisait d'en créer une artificielle, parfaite. Hugo s'est massé les tempes, sa posture s'affaissant sous le poids de l'information. Il réalisait que Philippe n'était pas seulement un homme mauvais, mais un homme qui avait désavoué sa propre humanité. Vous l'avez découvert, a soufflé Hugo. Vous avez trouvé ce successeur. Où était-il ? À Nantes, dans un laboratoire de pointe. Le projet était si confidentiel que seul Philippe et un petit groupe de scientifiques y avaient accès. Et moi, j'ai déchiffré les codes, les mots de passe. J'ai appris le nom de code de l'entité, Alpha. Je lui ai servi le bouillon fumant. La vapeur chaude portait l'odeur marine et un soupçon d'épices douces. Buvez, monsieur Moreau, c'est l'étape où le poison est le plus dilué, mais la saveur est la plus intense. Il a porté la tasse à ses lèvres, le regard toujours alerte. Et Philippe le savait-il ? Savez-vous s'il avait déjà vu Alpha ? Oui. Dans les dernières semaines, avant notre mariage, il était étrangement distant, presque exalté. Il ne cherchait plus l'amour de sa femme, il cherchait l'approbation de sa propre création. Il avait visité le laboratoire. Il avait vu Alpha, un enfant en bas âge, élevé dans un environnement stérile, ne portant aucune des marques de faiblesse qui hantaient son propre corps. Il a vu la preuve vivante qu'il n'était pas le meilleur, qu'il était en fait la version obsolète, a murmuré Hugo, saisissant l'ampleur du désastre psychologique. Exactement. Pendant 50 ans, il a tout fait pour prouver qu'il était le survivant, le spécimen parfait, et un simple rapport génétique, une simple image d'un enfant qui ne portait pas sa peur, a réduit sa vie à un brouillon raté. Je me suis assise en face de lui, l'intensité de mon regard ne faiblissant pas. Le mariage ce soir-là n'était qu'une mise en scène pathétique. Il voulait affirmer devant le monde qu'il était au sommet, que son mariage avec la femme parfaite était le couronnement de son existence. Mais il savait, au fond de lui, que le vrai successeur était déjà là. Alors, la phrase ? Hugo a posé sa tasse, le bruit du verre contre la table brisant le silence. La phrase que vous lui avez dite, ce n'était pas une menace de mort, c'était une menace de non-existence. C'était une confirmation. Je lui ai dit en italien, la langue de l'art et de la dérision, la langue qu'il aimait utiliser pour se sentir supérieur. C'est sostituibile. Mais je ne lui ai pas seulement dit qu'il était remplaçable. J'ai inclus dans ce murmure un détail précis, quelque chose qu'il ne pouvait connaître que s'il avait vu Alpha, une marque, un geste, une petite imperfection que ce successeur portait, que lui, Philippe, ne portait pas. Le romancier se pencha en avant, ses yeux implorants. Il ne cherchait plus une anecdote, il cherchait le climax de la tragédie. Mais pourquoi le pousser à se tuer ? Pourquoi ne pas simplement divorcer, le dénoncer ? Parce que je voulais qu'il comprenne la beauté de son propre échec, ai-je dit, le goût du triomphe amer dans la bouche. S'il avait été dénoncé, il aurait combattu, il aurait trouvé une échappatoire. Son ego aurait survécu. En se suicidant, il a admis, dans son dernier acte, qu'il préférait le néant total à l'existence d'une version meilleure de lui-même. Son suicide était la reconnaissance qu'il n'était pas l'alpha, mais le bêta.
J'ai étalé sur la table la feuille d'aluminium où j'avais mis de côté la chair du poisson que nous allions manger après le bouillon. La chair reposée, prête à être découpée pour le plat principal. Vous voyez, monsieur Moreau, Philippe n'avait pas peur de la mort en soi. Il avait peur d'être le maillon faible de la chaîne de survie. Sa mort sur le marbre blanc du Crillon était sa manière de dire « Si je ne peux pas être le meilleur, alors personne ne sera rien ». Hugo a reculé. Il réalisait que mes 5 années de silence n'étaient pas un deuil, mais une attente. J'attendais la personne qui serait digne de porter cette vérité. Il a compris que l'argent n'était qu'une formalité. Le vrai prix était son implication émotionnelle, sa reconnaissance de l'horreur. « Et maintenant, vous me racontez tout ça. Au moment où je mange votre fugu, a-t-il dit, un soupçon d'hystérie dans la voix. Vous attendez que j'aie la même réaction, que je reconnaisse ma propre fatigabilité. Je n'attends rien. Ai-je répondu, tranchant la chair du fugu pour le plat principal, les tranches plus épaisses, maintenant, pour le goût. Iranuki. J'observe le romancier qui se nourrit de la misère humaine et qui, comme Philippe, cherche l'immortalité en laissant une trace. L'immortalité est une illusion, monsieur Moreau. Ce qui est réel, c'est l'instant, le goût et le picotement de la peur. Le dîner n'était pas seulement un repas, c'était une session de psychothérapie inversée. Chaque révélation était un pas de plus vers la corde raide. Hugo n'avait plus peur du poisson, il avait peur de la femme qui le lui servait. Il avait peur de la vérité qu'il était venu chercher. Le bouillon était terminé. Le plat principal était devant nous. Le hiranuki de fugu, des morceaux de poisson plus substantiels que le sashimi initial, servis avec une petite sauce pondue. Ce plat n'était pas seulement une expérience gustative, c'était une épreuve de courage psychologique. Hugo Moreau, le critique de l'âme, était maintenant l'objet de mon analyse. L'air dans la cuisine était chargé d'une tension électrique, comme avant un orage. « Vous parlez d'une illusion d'immortalité », a dit Hugo, sa voix retrouvant une once de contrôle, celle de l'écrivain qui essaie de catégoriser ce qu'il ne comprend pas. « Mais n'est-ce pas ce que vous cherchez, vous aussi ? En faisant de cette histoire un mythe, en me la vendant à ce prix, vous achetez votre propre forme d'immortalité. Vous vous assurez d'être la femme qui a fait tomber l'homme qui voulait vivre éternellement. » J'ai pris le temps de l'observer avant de répondre. Il était intelligent. Il avait identifié ma propre ambition, mais il en manquait la nuance essentielle. Non, l'immortalité de Philippe reposait sur le mensonge génétique, sur l'idée que lui seul était digne. Mon acte, c'est l'affirmation de la valeur de l'unicité humaine contre l'eugénisme. Ma valeur n'est pas dans le fait d'être la seule à survivre, mais dans le fait d'avoir pris ma place sans me laisser remplacer. J'ai souri, doucement, d'un sourire qui ne promettait rien. Vous devez comprendre, monsieur Moreau, que le mot que j'ai dit n'était pas seulement destiné à Philippe. Il était destiné à la famille Renard, à leur idéologie nauséabonde. Il disait « Votre système est brisé ». J'ai pris un morceau de fugu et je l'ai mangé. Le goût était pur, intense. J'ai encouragé Hugo du regard. Il a pris à son tour une bouchée. Il ne tremblait plus, mais son silence était plus révélateur que n'importe quelle peur physique. Il était en train de laisser l'histoire l'infecter. « Parlez-moi des détails », a-t-il exigé. « Comment avez-vous obtenu la preuve qu'Alpha était déjà supérieur à Philippe ? » J'ai appris la cuisine du fugu, ai-je dit. J'ai appris la précision. Et dans ce monde de laboratoire, la précision est la clé. Les dossiers de Ulysse étaient encryptés, mais le journal de bord du chef scientifique, le docteur Leclerc, ne l'était pas. Un homme fatigué, usé par les exigences de Philippe, qui écrivait de ses notes personnelles sur un simple carnet. Je me suis levée et j'ai montré à Hugo mon mur de couteaux, des outils de coupe japonais, tous affûtés au micromètre. J'ai trouvé dans le carnet de Leclerc une description. Pas une formule génétique, mais une observation. Leclerc mentionnait qu'Alpha possédait une particularité mineure, un défaut esthétique, si vous voulez, mais que Philippe avait toujours envié et qu'il ne pouvait pas avoir. J'ai désigné un point invisible sur mon poignet. Une petite tache de naissance sur le poignet, une marque de singularité que le docteur Leclerc avait décidé de laisser, pour prouver que même la perfection devait porter une trace du hasard, de l'imperfection. Philippe, lui, n'avait aucune marque. Il était génétiquement neutre. Le secret était là, dans cette imperfection volontaire qui rendait Alpha unique et, paradoxalement, plus parfait que Philippe. Philippe, avec sa peau sans défaut, son corps cloné de traitement, était devenu la copie fade, sans caractère, sans marque. Le jour de notre mariage, je me suis penchée vers lui. Ai-je continué, mon ton se transformant en un murmure, comme si la scène se rejouait dans la pièce. Il rayonnait, sûr de sa victoire. Et j'ai dit, c'est sostituable, tu es remplaçable. Et puis, j'ai ajouté, tu n'as pas la marque.
J'ai laissé la phrase résonner dans l'air. C'était la véritable incise chirurgicale. Non pas un mot de haine, mais la confirmation clinique de sa défaite existentielle. Cette simple référence à la marque, il n'y avait qu'une seule personne pour la comprendre. Lui, Philippe, qui venait de voir Alpha, et qui avait lu le rapport de Leclerc. Il a compris immédiatement. J'avais les clés de son projet. J'avais vu son remplaçant. Et j'étais là, à ses côtés, pour lui confirmer que son sacrifice d'une vie entière, sa quête de pureté génétique, avait échoué. Il était le produit jetable, le brouillon. Hugo a enfin posé ses baguettes. Il était livide. C'est un poison d'une cruauté absolue. Vous ne l'avez pas tué avec un produit chimique, vous l'avez tué avec une idée. Exactement. Ai-je confirmé ma victoire dans le ton de ma voix? Un empoisonnement de l'ego. Il a vu que sa vie était devenue redondante. Et pour un homme qui avait bâti un empire sur le fait d'être indispensable, l'obsolescence était pire que le cancer. Il est resté silencieux un long moment, son regard fixé sur l'assiette vide. « Et vous, vous êtes devenu le nouveau Philippe », a-t-il dit finalement, retrouvant une once de lucidité. « Vous avez pris le contrôle, vous avez orchestré, vous êtes devenu indispensable à votre propre histoire. » Non, je suis devenue Camille. J'ai insisté sur mon prénom. Philippe voulait contrôler la vie. Moi, je contrôle mon récit. Il y a une différence fondamentale. J'ai accepté d'être une paria, une veuve noire. J'ai embrassé la laideur que la société m'a donnée pour survivre. Lui n'a pas pu supporter de ne pas être le héros. Je me suis levée, j'ai mis la vaisselle sale dans l'évier. Le rituel de la fin du repas. L'heure de la conclusion de l'acte 2 approchait. Vous êtes venu pour le mot, monsieur Moreau. Maintenant, vous avez le contexte, la motivation, le modus operandi. Vous avez vu l'architecture du suicide. Mais le mot exact, la phrase complète, vous ne l'aurez que lorsque vous aurez affronté votre propre reflet dans ce récit. J'ai préparé le dernier plat, le dessert, un sorbet très simple, destiné à neutraliser le léger engourdissement laissé par le fugu. Vous êtes un homme d'histoire, Hugo. Vous vivez pour disséquer les autres. Mais ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que j'ai choisi de vous raconter l'histoire de Philippe parce qu'elle est un avertissement. Un avertissement pour tous ceux qui pensent que leur talent, leur pouvoir ou leur singularité les rend intouchables. J'ai posé le sorbet devant lui. Il y avait une seule petite fleur de sel dessus, symbolisant le danger qui persistait. Vous vous sentez à l'abri, n'est-ce pas? Vous pensez que cette histoire est votre billet pour le panthéon littéraire, que cela vous rendra irremplaçable aux yeux de vos lecteurs. J'ai marqué une pause. C'est la même arrogance que Philippe, la même peur de l'obsolescence. Hugo n'a pas touché au sorbet. Le jeu s'était intensifié. Il était piégé par sa propre curiosité, par son besoin d'obtenir la fin de l'histoire. Il avait payé l'argent, il avait mangé le poison, et maintenant, il devait affronter le fait que l'histoire qu'il cherchait à voler était écrite pour lui. « Vous voulez que je sois votre dernier témoin » a-t-il dit, le souffle court. « Vous voulez que je porte votre fardeau. Je veux que vous soyez mon miroir. » Ai-je corrigé. Le moment où vous comprendrez la véritable nature de la phrase, ce sera le moment où vous réaliserez que le poison n'était pas dans le poisson. Il est en vous. L'acte 2 s'est achevé sur cette note de terreur intellectuelle. Le romancier, le chasseur, s'était transformé en proie. Le sorbet était là, fondant lentement, sa fraîcheur incapable de dissiper la chaleur fiévreuse qui émanait de la confrontation psychologique. Hugo Moreau, le romancier habitué à la maîtrise, était en train de perdre pied. Son regard était désormais celui de l'homme, qui découvre que le labyrinthe qu'il pensait observer est en réalité sa propre prison. « Vous avez une vision presque mystique de la vengeance, Camille, » a-t-il dit, utilisant mon prénom avec une familiarité forcée, comme un radeau dans cette mer de secrets. Vous ne cherchez pas la justice, vous cherchez la dissolution de l'identité. La justice, monsieur Moreau, est une fiction que les faibles écrivent pour se consoler, ai-je rétorqué, ma voix sans inflexion. J'ai cherché une réparation de l'estime de soi que Philippe m'a volée en me traitant comme un incubateur génétique, et la seule réparation possible était de lui montrer qu'il était celui qui avait la moins grande valeur dans son propre système de valeurs. Réaction et convulsionnement terminé. J'ai essuyé méticuleusement le comptoir avec un chiffon blanc, un geste de purification après le rituel du fugu. Vous avez bien mangé, vous avez goûté au danger et vous avez survécu. Maintenant, il est temps que vous compreniez ce qui vous rend si essentiel à cette histoire. Il s'est penché les coudes sur la table, le regard fiévreux. Il était prêt à accepter le diagnostic, aussi cruel soit-il. Racontez-moi ce que vous avez vu chez moi, la faille. Vous écrivez sur les monstres, ai-je commencé, le fixant droit dans les yeux. Vous décortiquez la cupidité, la trahison, la folie.
Vous faites cela non pas par empathie pour vos victimes, mais par supériorité intellectuelle. Vous vous placez au-dessus, comme l'observateur omniscient qui n'est jamais touché par la fange qu'il décrit. C'est la même hauteur que Philippe avait adoptée face à ses frères et sœurs faibles. Je me suis approché du mur où se trouvaient des centaines des étagères remplies de mes vieux livres de cuisine et de quelques romans. J'ai pris un exemplaire de son premier best-seller, un thriller sur un tueur en série qui collectionnait les âmes. Ce livre, L'anatomie du vide, est brillant, mais ce n'est pas le vide du tueur qui captive, c'est le vôtre. Vous insérez toujours un narrateur, un personnage secondaire, qui est le seul à comprendre la complexité du mal. C'est vous, Hugo. Vous vous assurez d'être le seul capable de décoder l'horreur. J'ai jeté le livre sur la table. Le bruit était sec et violent. Votre plus grande peur, monsieur Moreau, n'est pas la page blanche. C'est qu'un autre écrivain décrive le même mal avec plus de profondeur, plus de vérité, vous rendant, vous aussi, remplaçable dans l'univers littéraire. Vous êtes venu chercher cette phrase pour la posséder, pour qu'elle devienne le pinacle de votre œuvre, vous assurant ainsi votre place. Son visage est devenu cendreux. J'avais fait une incision anatomique de son âme, bien plus précise que celle que j'avais faite sur le fugu. J'avais mis à nu sa vulnérabilité professionnelle et personnelle. Et vous pensez que la phrase que vous avez dite à Philippe aura le même effet sur moi ? A-t-il murmuré, presque inaudiblement. La phrase n'est qu'un miroir, ai-je dit, reprenant mon souffle. Pour Philippe, elle a reflété son obsolescence génétique. Pour vous, elle reflétera votre obsolescence narrative. Elle vous dira que vous n'êtes pas le seul témoin, le seul interprète du destin, et ce sera la fin de votre supériorité. J'ai fait un tour de la table, m'approchant de lui. Il était assis, immobilisé par la reconnaissance de sa propre faiblesse. La vérité, Hugo, c'est que j'aurais pu choisir n'importe quel homme qui se croyait indispensable. Mais vous portiez l'orgueil de Philippe masqué par une plume. J'ai vu en vous le même besoin obsessionnel de prouver votre droit à exister. Il a finalement repris son stylo, non pas pour écrire, mais pour serrer son poing, les jointures blanches. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Allez-vous me donner la phrase et me laisser partir, détruit, mais libre d'écrire ? Ou allez-vous me garder ici, jusqu'à ce que je sois prêt à la comprendre totalement ? Vous n'êtes pas mon prisonnier, Hugo, ai-je déclaré, ma voix redevenant calme. Vous êtes mon héritier spirituel. Philippe a laissé un vide que vous êtes le seul capable de comprendre et de retranscrire. Vous avez payé pour la vérité. Vous la recevrez, mais pas encore. J'ai éteint la lumière au-dessus de l'aquarium. Seul le néon de ma cuisine restait allumé, éclairant la table comme une scène de théâtre. L'acte 2 est terminé, ai-je dit. Vous avez compris que j'ai survécu à Philippe, non pas par accident, mais par choix. J'ai choisi ma valeur et j'ai refusé qu'elle soit remplacée. C'est la leçon. Je l'ai regardé, la lueur d'une promesse dans mes yeux. Reposez-vous cette nuit, monsieur Moreau. Demain, l'acte 3 commencera. Et c'est là que vous entendrez non seulement les mots exacts, mais aussi la conséquence de ces mots sur votre propre existence. J'ai pointé le dictaphone sur la table. Vous avez beaucoup de matériel pour cette nuit. Écoutez votre propre peur. Écoutez le silence qui a suivi le repas. C'est l'essence de l'histoire que vous êtes venu chercher. Hugo s'est levé lentement. Il n'a pas cherché à s'enfuir. Il ne m'a pas menacé. Il était un homme qui venait de comprendre que l'objet de sa quête était le poison qui le rendrait à jamais humble. Il a pris son imperméable. Au moment de passer la porte, il s'est retourné. « Et Alpha ?» a-t-il demandé, un dernier éclair d'espoir. « Qu'est-il advenu de l'enfant ?» L'enquête sur Renard a tout révélé. Ulysse a été démantelé. L'enfant a été placé sous protection, son existence effacée. Un autre secret, ai-je répondu. C'est l'un des rares personnages de cette histoire qui est vraiment irremplaçable, car il est le seul à ne pas avoir cherché le pouvoir. Il a été créé pour être parfait, mais il a été sauvé par l'imperfection d'un cœur humain. Et son enfant sans Ulysse. Je l'ai laissé partir dans la nuit pluvieuse, sans un mot de plus. Il était mon chef-d'œuvre. Je savais qu'il reviendrait, non pas pour l'argent, mais pour l'exécution finale de son propre ego. Le roi 2 s'achevait sur la promesse de la vérité. Le roi 3 sera l'explosion. Le retour d'Hugo Moreau, le lendemain matin, ne fut pas celui d'un acheteur, mais celui d'un pénitent. Il ne portait plus le poids de la curiosité, mais celui de la fatalité. Ses yeux étaient cernés, témoignant d'une nuit passée, à écouter la vérité corrosive qu'il avait enregistrée. Il savait qu'il était venu non pas pour un secret littéraire, mais pour son propre jugement. Je l'attendais. J'avais préparé un simple café noir, sans sucre, le goût amer de l'acceptation. Je n'ai pas dormi, a-t-il avoué en s'asseyant à la table. J'ai écouté
la précision avec laquelle vous avez démantelé Philippe, puis moi. C'est terrifiant. Vous êtes une femme sans défaut, n'est-ce pas, Camille? J'ai un défaut, ai-je corrigé prenant une gorgée de mon café. J'ai cru l'aimer, et j'ai cru que mon amour le rendrait meilleur. C'est l'imperfection la plus dangereuse, l'espoir. Je me suis levée, et j'ai ouvert un placard. J'ai sorti une petite boîte en bois sculpté. Elle contenait la seule chose que j'avais gardée de mon ancienne vie, mon alliance et un petit carnet recouvert de cuir rouge, le carnet de bord du docteur Leclerc. Hier, je vous ai parlé de l'architecture de la vengeance. Aujourd'hui, je vais vous donner les fondations. J'ai posé le carnet devant lui. La reliure était usée, les pages jaunies. Ce carnet a coûté à Philippe plus que son empire. Il a coûté sa vie. J'ai feuilleté les pages jusqu'à une entrée datée de 2 semaines avant le mariage. Ce jour-là, Leclerc parle de la marque. Il explique qu'il a décidé de laisser cette petite tache de naissance sur le poignet d'Alpha. Un pied de nez à la perfection eugénique de Philippe. Il a écrit que sans une touche d'imperfection, Alpha n'aurait pas de caractère. Hugo a lu la phrase, écrite dans une écriture minuscule et nerveuse. Laissez-lui sa marque, il faut qu'il y ait un grain de hasard pour que l'œuvre ne soit pas mortenée. L'imprévu est la seule chose que Philippe n'aura jamais. C'est ici, ai-je dit, pointant du doigt. La preuve que Philippe, en cherchant la perfection absolue, avait créé un être qui possédait quelque chose d'intrinsèquement supérieur à lui, l'acceptation de l'imperfection. Et vous avez utilisé cela, a murmuré Hugo, levant les yeux, l'horreur dans le regard. Oui, j'ai compris que Philippe avait une terreur bien plus profonde que l'échec génétique. Il avait peur d'être remplacé par une version plus humaine que lui. Il avait passé sa vie à rejeter l'humanité, l'émotion, le hasard, pour finalement créer un successeur qui possédait tout cela. J'ai pris l'alliance que j'avais portée. Je l'ai fait glisser sur la table. Notre mariage était sa dernière tentative de se prouver qu'il était le créateur, le maître. Mais il savait que son œuvre, Alpha, était déjà plus puissante que lui. Il a vu la marque, a déduit Hugo. Il a vu le poignet d'Alpha, et il a compris. Il a compris qu'il était le dernier des monstres renards, ai-je acquiescé. Le mariage était le théâtre, et mon murmure était le moment où la toile de fond a été arrachée, révélant la vérité nue. J'ai repris mon carnet. Le moment de la révélation approchait, mais il fallait d'abord que Hugo comprenne l'aspect le plus sombre, ma propre manipulation après le suicide. En prison, j'ai eu une autre pensée. Et Alpha, il était génétiquement parfait, mais il avait une faille. Il était le produit d'une idéologie mortelle. Il fallait le libérer, lui aussi. J'ai expliqué comment j'avais transmis des informations codées à Delacroix, l'inspecteur fatigué. Des bribes de phrases tirées du carnet, suffisamment cryptiques pour ne pas me compromettre, mais assez précises pour orienter l'enquête vers Nantes, vers le projet Ulysse. Mon silence n'était pas seulement une protection, c'était un leurre. J'ai détourné l'attention de la phrase pour que l'enquête se concentre sur les crimes de Philippe. J'ai sacrifié ma réputation pour garantir 2 choses, la chute totale du système Renard et la libération d'Alpha. Hugo était ébahi par l'ampleur de ma planification. Vous êtes allé en prison volontairement, en sachant que vous aviez déjà gagné. Mais l'emprisonnement était le prix à payer pour mon nouveau récit, ai-je dit, sans regret. Le monde ne retiendrait pas la femme qui a dénoncé. Il retiendrait la femme qui a fait tomber un empire avec un seul mot. C'était plus puissant. J'ai pris un couteau de cuisine et j'ai commencé à couper des légumes pour une omelette, un repas simple et sans poison, un retour à la normalité trompeuse. Le contraste entre le danger d'hier et la simplicité d'aujourd'hui était frappant. La beauté de cette histoire, Hugo, c'est qu'elle est circulaire. Le système Renard valorisait la perfection au détriment de l'humanité. Le prix de cette imperfection a été la vie de son PDG. Et vous, vous êtes ici parce que vous valorisez la profondeur narrative au détriment de votre propre tranquillité. Votre peur est que l'histoire que vous écrirez soit jugée superficielle par la critique. Je me suis approché du poêle. La chaleur de l'huile dans la poêle, le bruit de la vie. La phrase que j'ai murmurée était « C'est sostituibile, et non est la macchia. Tu es remplaçable, et tu n'as pas la marque. C'est sostituibile était la balle, et non est la macchia était le coup de grâce. » C'était l'affirmation que son successeur, Alpha, portait la preuve de son humanité, de son caractère, et que lui, Philippe, n'était qu'un prototype stérile. Le silence est revenu, mais cette fois, il était plein. Hugo avait la phrase. Il avait la clé de l'énigme, il avait l'histoire qui allait le rendre riche, célèbre et, pensait-il, immortel. Maintenant, Hugo, ai-je dit, brisant le silence, mon regard s'intensifiant. La question n'est plus ce que j'ai dit à Philippe, mais ce que cette phrase va faire à vous. Je vais l'écrire, a-t-il affirmé, sa voix tremblant légèrement. Je vais en faire le plus grand récit de notre époque. Non,
vous allez l'entendre. J'ai éteint le feu, j'ai pris le plat d'omelette et l'ai posé devant lui. Mangez. Vous êtes le seul homme vivant, à part moi, à connaître la vérité. Et c'est là que réside votre nouveau poison. Hugo a pris une fourchette, mais il n'a pas touché l'omelette. Il fixait le plat simple, comme s'il s'agissait d'une autre énigme empoisonnée. Il avait la phrase « C'est sostituibile » et non « la macchia ». Maintenant, la mécanique de l'histoire, le comment et le pourquoi de la chute de Philippe lui appartenaient, mais il sentait que la transaction n'était pas achevée. La dernière étape de mon rituel restait à accomplir. « Vous me l'avez donné », a-t-il dit, sa voix pleine d'incrédulité. La phrase « Je l'ai ». Alors, pourquoi cette tension? Vous attendez que je me mette à douter de moi, que je réalise que je suis moi aussi, d'une certaine façon, un prototype raté de l'ambition littéraire. Vous ne doutez pas, Hugo. Vous calculez, ai-je corrigé, ma voix dure. Vous pesez la valeur marchande de la phrase contre le risque de devenir fou. Vous vous demandez, est-ce qu'elle m'a donné le vrai secret, ou est-ce qu'elle m'a donné un autre fugu, un poison intellectuel? Je me suis approché de lui, ma présence devenant une menace silencieuse. J'ai posé mes mains de chaque côté de son assiette. Vous pensiez que le danger venait de la cuisine, n'est-ce pas? Que j'allais glisser une toxine dans votre thé ou vous servir un morceau de foie de fugu mal rincé. Mais la vérité est que j'avais besoin que vous soyez vivant pour porter cette histoire. Alors quel est le coup de grâce? Demanda-t-il, un mélange de peur et d'excitation. Et si la phrase a tué Philippe pour son obsession génétique, quel est mon défaut fatal, celui que vous avez décelé? Je me suis reculée et j'ai pris une petite boîte de mon plan de travail. Elle contenait une vieille photo, noire et blanc, jaunie par le temps. Je l'ai fait glisser devant lui, la posant à côté de son assiette. « C'est ici », ai-je dit, le véritable lien. C'était une photo d'école, prise dans les années 70. Des enfants en blouse grise, un collège privé chic de la région parisienne. Au centre se tenait Philippe Renard, déjà arrogant, les mains croisées. Et juste à sa droite, un jeune garçon aux yeux sombres, le même regard intense et anxieux que celui d'Hugo. J'ai vu cette photo il y a des années, dans un vieil album de Philippe, un détail. Je l'ai oublié. Jusqu'à notre première rencontre, ai-je expliqué. Vous n'avez pas seulement la même soif d'unicité que Philippe. Vous avez partagé la même enfance, les mêmes bancs, le même environnement de l'élite qui valorise la performance au-dessus de tout. Hugo a saisi la photo, ses mains tremblant légèrement. C'est moi. Nous étions à l'Académie Saint-Louis. Il était de 2 ans mon aîné. Exactement. Vous avez partagé le même terreau, de la peur de l'échec, la peur d'être renvoyé dans l'ombre. Philippe s'est battu avec la biologie. Vous vous êtes battu avec les mots. Ai-je dit, le ton implacable. J'ai vu dans vos yeux cette même lueur. Le besoin de prouver que vous n'êtes pas un simple écrivain, mais un maître. Le besoin d'être le seul à décoder le monde. C'est pour ça que vous étiez prêt à payer 500 000 € pour la certitude d'être le meilleur. Je me suis penchée et j'ai repris la posture du murmure, la même que celle du jour du mariage. Mon visage était si proche du sien qu'il pouvait sentir l'odeur du café sur mon souffle. Il ne pouvait pas fuir. Il était cloué par la révélation de cette enfance partagée, de ce lien invisible qui l'unissait à l'homme qu'il venait de disséquer. « Vous m'avez dit que vous aviez lu mon livre », a-t-il chuchoté, « et vous avez vu la macchia, chez moi. » Oui, mon murmure était plus bas, plus intime que jamais, la véritable conclusion de mon scénario. Ce qui a tué Philippe, ce n'est pas la phrase que je lui ai dite. C'est la phrase qu'il a comprise. J'ai fermé les yeux, puis je lui ai livré le véritable coup de grâce, les mots qui allaient achever la démolition de son identité. Tu n'as pas le talent pour écrire cette histoire, Hugo. Tu n'as que le désir, Nassi. Et le désir est la preuve que tu es remplaçable. L'histoire t'écrasera. Ce n'était pas la phrase d'origine. C'était la traduction émotionnelle de la phrase d'origine, spécifiquement calibrée pour sa faille. C'est sostituibile pour Philippe signifiait un échec génétique. Tu es remplaçable pour Hugo signifiait un échec créatif. Hugo Moreau a eu un sursaut violent. Il a basculé en arrière, frappant la chaise. Son visage est devenu blanc, non pas par peur du poison, mais par la terreur de l'humiliation. Ses yeux, qui avaient décortiqué tant de scènes de crime et tant de psychologie tordue, étaient soudainement embués de larmes. Ce n'était pas la peine. C'était l'ego qui hurlait. Il a commencé à pleurer, un sanglot sec, déchirant, le son d'un homme qui réalise que sa vie entière a été un mensonge. Il n'était pas en deuil. Il était confronté à la preuve vivante, articulée par une survivante, que son ambition était vaine, que l'histoire qu'il avait volée ne ferait que prouver sa propre superficialité. Non, a-t-il réussi à haleter, ses mains couvrant son visage. Non, je ne peux pas être commun. Vous l'êtes, ai-je affirmé, ma voix redevenue normale,
froide et factuelle. Je n'avais plus besoin de murmurer. Le poison avait fait effet. Vous êtes aussi commun que Philippe, aussi fragile, aussi désespéré par le besoin d'être unique. L'histoire n'est pas un trésor, Hugo. C'est un test, et vous venez d'échouer. J'ai repris la photo d'école, l'ai remise dans la petite boîte, et j'ai rangé le tout. La performance était finie. Le public était détruit. Hugo Moreau n'était plus l'écrivain célèbre, le chasseur de secrets. Il n'était qu'un homme acculé sur une chaise de cuisine, brisé par la reconnaissance de sa propre médiocrité, masqué par l'ambition. Le sol était taché de ces larmes d'ego qui, pour moi, valaient plus que le sang. Je le laissai sangloter un moment, le temps de reprendre mon souffle et de savourer l'achèvement de mon œuvre. J'ai commencé à nettoyer la cuisine, chaque geste lent et précis, rétablissant l'ordre dans le chaos que la vérité venait de créer. Je frottais le comptoir d'acier, inoxydable, éliminant les traces de la tension, des miettes du repas, des ombres du passé. Cet espace, mon sanctuaire, devait retrouver sa pureté clinique. Le véritable poison, Hugo, n'est pas ce que vous mangez, mais ce que vous croyez, dis-je finalement, ma voix reprenant le ton factuel d'une narratrice détachée. Philippe croyait être la solution de l'humanité. Vous croyez être le seul capable de raconter son histoire. J'ai prouvé que ces deux croyances étaient des mensonges. Hugo a relevé la tête, ses yeux rouges et gonflés. Il a ramassé son dictaphone, l'objet qui devait immortaliser ma phrase et qui, à la place, avait enregistré la destruction de son âme. Je ne peux pas écrire ça. Sa voix était un râle. Personne ne le croira. Non, vous ne pouvez pas l'écrire parce que cela révélerait votre propre vide. L'histoire s'arrête là, Hugo, ai-je affirmé, balayant du regard la pièce. Le silence est son meilleur épilogue. Je me suis approchée de lui, ma posture redevenue celle de Camille Durand, la femme qui avait survécu. Il n'y avait plus de haine en moi, seulement une lassitude tranquille, celle d'avoir porté ce fardeau trop longtemps. La phrase que j'ai dite à Philippe était l'arme parfaite, car elle était la vérité qu'il s'était toujours cachée. Il était terrifié à l'idée d'être un échec, et mon murmure a validé cette peur. Sa vie était un projet raté, même par son propre créateur. J'ai pris la chaise en face de lui et me suis assise. Ce fut notre dernier face-à-face. Quant à la phrase que je vous ai dite, tu n'as pas le talent pour écrire cette histoire, Hugo. Tu n'as que le désir. Et le désir est la preuve que tu es remplaçable. Elle n'était pas pour vous non plus. Ai-je avoué, un dernier rebondissement, une ultime couche de manipulation. Hugo me regarda, stupéfait. Non? Alors, pour qui? Pour le monde que Philippe et vous représentez. Le monde qui croit que la valeur est dans la domination, la performance, l'unicité imposée. J'ai utilisé votre peur pour vous faire comprendre le message de Philippe. Quand vous détruisez la valeur intrinsèque de l'autre, vous détruisez la vôtre. J'ai pris une petite cuillère et j'ai gratté les dernières traces de sorbet. Le fugu vous a prouvé que la vie est précieuse. Mon histoire vous a prouvé que l'estime de soi est la seule chose irremplaçable. Je me suis levée, indiquant la fin. J'ai pris ma veste, un simple manteau gris, symbole de ma nouvelle vie, anonyme et libre. La phrase que Philippe a entendue, c'est Sostitubile. Et non elle Amakia, ai-je répété, mais cette fois-ci, il n'y avait plus de venin. Elle n'était pas un meurtre. C'était une libération. La fin de mon rôle d'incubateur. J'ai choisi ma propre valeur. Je me suis rachetée en allant en prison, en choisissant le silence, en protégeant l'enfant. Je me suis prouvé que je n'étais pas remplaçable. Hugo se tenait maintenant sur ses pieds, chancelant, mais comprenant enfin. Il n'était pas la victime du poison, mais le témoin de la renaissance. Que ferez-vous maintenant, Camille? J'ai souri, le sourire le plus doux et le plus authentique qu'il m'ait vu, le sourire de la femme qui a gagné la guerre contre son propre destin. Je vais vivre, je vais continuer à cuisiner du fugu, non plus pour jouer avec la peur, mais pour célébrer la précision de la vie. Pour moi, le danger est derrière moi. J'ai marché vers la porte, mon dos droit, mon regard clair. La phrase est à vous, Hugo. Vous l'avez payée. Mais si vous l'écrivez, vous vous condamnerez à nouveau à la vanité de Philippe. Si vous la gardez, vous deviendrez peut-être le romancier que vous prétendiez être. Le choix de la rédemption ou de l'obsession vous appartient. Je me suis arrêtée sur le pas de la porte. La lumière du matin filtrait timidement dans la rue grise. Je me suis retournée vers lui, qui se tenait seul, au milieu de la pièce impeccable, le dictaphone à la main. La phrase n'était pas destinée à Philippe. Elle n'était pas destinée à vous. Elle était destinée à celui qui la comprendrait comme une leçon, non comme une arme. J'ai fait un pas dehors, fermant doucement la porte derrière moi. La caméra recule lentement. À travers le judas, ou la mince fente sous la porte, on aperçoit Hugo Moreau. Il est assis sur le sol froid, le dictaphone dans sa main, ses yeux fixés sur la photo d'école. Il est vivant,
Mais l'illusion qui le maintenait l'a quitté. Il est seul avec la vérité que la seule valeur irremplaçable est celle que l'on se donne, et non celle que l'on exige des autres. Mon pas est léger sur le trottoir. Je me dirige vers la Seine, l'eau courante, symbole de la vie qui continue. Le bruit du trafic, le début d'une nouvelle journée à Paris. Une femme anonyme, libre. L'écran s'assombrit lentement. Le murmure du fugu s'étue.